Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps et un titre qui domine ce mercredi matin. L'émissaire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, qui sera au Kremlin la semaine prochaine dans la tourmente après des révélations de nos confrères de Bloomberg, pris en flagrant délit de flatterie auprès de ses homologues russes. Donald Trump, lui, de son côté, assure qu'il ne reste que quelques points de désaccord à régler pour que Russes et Ukrainiens s'entendent sur un plan de paix. Et c'est précisément sur ce que le président Trump présente comme des points de désaccord que l'on va s'arrêter avec mes invités. Parce que lorsqu'on parle de territoire occupé, de garantie de sécurité, des avoirs russes, de l'avenir politique d'une Ukraine en paix, on n'est pas franchement dans le détail. On va prendre le temps ce matin avec mes invités de faire le point précisément sur ces gros sujets qui divisent bien sûr Russes et Ukrainiens, mais aussi Européens et Américains. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Bruno Darroux, Cyril Brett et Nicolas Tenser. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à dire, c'est Parlons-en. C'est parti. Bonjour Nicolas Tenser. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau, politologue enseignant à Sciences Po, auteur de La fin de la politique des grandes puissances qui est sorti récemment aux éditions de l'Observatoire. À vos côtés, Bruno Darroux, vous êtes ici chez vous Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Chroniqueur international ici à France 24 et Cyril Brett également. Bonjour Cyril. Bonjour. Expert associé géopolitique défense Europe centrale et orientale à l'Institut Montaigne. Quelques points de désaccord, voilà donc ce qu'il resterait à aborder selon Donald Trump pour qu'Ukrainiens et Russes signent la paix. S'agit-il effectivement de points de désaccord? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avec juste un mot peut-être des dernières révélations pour commencer, nos confrères de Bloomberg, pour donner un peu l'ambiance après les négociations de Genève, celles qui sont tenues dans le Golfe ces dernières heures. Steve Witkoff, donc, dont on a appris qu'il avait, Bruno, des discussions avec ses homologues russes. Bon, jusqu'ici, rien de très surprenant. En revanche, la tonalité d'une conversation téléphonique il y a quelques semaines avec un homologue russe fait quand même se poser quelques questions. Oui, enfin, c'est pas avec un homologue russe, hein, c'est avec le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Et en fait, Steve Witkoff joue un peu le rôle de coach, si vous voulez, un peu du consulting, et dit que les Américains, dans le cadre de la préparation du fameux plan de paix en 28 points, sont prêts à, je ne sais pas comment dire, collaborer, coopérer avec les Russes. D'abord est très très flatteur, voire flagorneur avec le président Poutine qu'il décrit comme un homme de paix, comme le dirigeant russe, quelqu'un qui veut véritablement la paix. Pour lequel il a beaucoup d'admiration. Et pour lequel il a beaucoup d'admiration. Et que Poutine veut vraiment cet accord. Et donc il y a une discussion comme ça où Steve Witkoff, on a l'impression, tient presque la plume de Yuri Uchakov, le conseiller diplomatique. Et si on comprend bien, en fait, on a l'impression que le texte de 28 points a presque été une coproduction américano-russe, comme d'ailleurs c'est rapporté depuis quelques jours. Mais en fait, on disait que c'était les Russes qui avaient écrit leur texte et qu'ils l'avaient traduit et transmis aux Américains. Et c'est pour ça que c'est un peu plus complexe que ça, et que finalement ça a joué aussi dans les deux sens. Les Américains disant aux Russes, ben voilà, si vous exprimez les choses comme ça, peut-être, c'est pas dit explicitement comme ça, mais peut-être que ça pourra mieux passer, quoi, en fait. Cyril Brett, dans ces révélations de confrères de Bloomberg, rien de surprenant? Oh bah vous l'avez dit, hein, il n'y a pas de scoop. Witkoff est pro-russe, très bien. C'est pas un professionnel de la diplomatie, très bien. Manifestement pas non plus un spécialiste de la sécurité de ses propres communications, très bien. Je pense que l'essentiel dans cette communication, c'est de souligner qu'on est vraiment aux prémices de ce qui est nécessaire pour la paix en Ukraine, c'est-à-dire trouver un terrain d'entente possible entre deux belligérants qui sont engagés depuis plusieurs années dans un combat à mort. Et l'administration américaine a pris le parti de mener ces discussions, la préparation de ces discussions, en donnant la priorité aux revendications russes. Et ça, sur la dynamique générale des négociations, c'est essentiel, puisque ça oriente tout le reste d'un possible cours de négociation, ou au contraire, c'est ce qui va les stopper rapidement.
Nicolas, comme ça. Alors moi, je suis quand même frappé sur cette histoire Witkoff, au-delà de tout ce qui a été dit, qui est exact, et des flagorneries publiques envers Poutine. On sent qu'il est ému quand il reçoit Poutine, enfin plutôt quand il rencontre Poutine, une fois il met la main sur le cœur pour le saluer, s'incliner avec une sorte d'obséquiosité invraisemblable. Mais sur cette conversation téléphonique, quand il dit finalement aux Russes, écoutez, si vous voulez finalement gagner, si vous voulez bien vous conduire avec le président Trump, faites ceci, faites cela. Imaginez que vous ayez un conseiller du président Macron qui aurait eu ce genre d'attitude avec les Russes en disant, écoutez, si vous voulez séduire, convaincre Emmanuel Macron, vous devez faire ceci, faire cela. Cette personne serait en tôle. Et derrière, vous auriez une enquête de la direction de la sécurité, de la DGSI, pour intelligence avec l'ennemi, avec probablement une condamnation à la clé extrêmement élevée. Et là, pas du tout. Witkoff sera au Kremlin la semaine prochaine. Et que derrière, c'est un homme riche, plus riche d'ailleurs que Trump, un promoteur immobilier qui a déjà fait des affaires avec la Russie, dont le fils fait des affaires avec la Russie. Donc pour moi, derrière effectivement ce soi-disant plan de paix, enfin qui est un plan russe, vous avez un pacte de corruption. Voilà, donc pour que tout le monde comprenne bien, cette discussion était à la mi-octobre. Depuis, il y a donc eu la première version du plan américain diffusée la semaine dernière en 28 points qui a fait, on en a beaucoup parlé, beaucoup de sensations, disons, pas dans le bon sens du terme. Depuis, il y a eu un deuxième plan américain qui est resserré et c'est sur ce plan américain qu'on discute et c'est sur ce plan américain que Donald Trump dit qu'il y a des points de désaccord entre Ukrainiens et Russes. Alors rentrons dans le vif du sujet sur ces points de désaccord qui ne sont pas des détails, à commencer par le point le plus épineux, la question des concessions territoriales que les Ukrainiens pourraient faire aux Russes. Question hautement inflammable. Où est-ce qu'on en est sur cette question, Bruno ? Écoutez, d'abord, on ne connaît pas vraiment encore dans le détail ce qui figure dans le plan 19 points. Si on comprend bien, il y a des choses qui ont été sorties par rapport au plan de 28 points, donc des articles qui ont été évacués, notamment le fait que la Russie pourrait réintégrer le G7 qui redeviendrait le G8. Ça, visiblement, c'est oublié. Apparemment aussi, concernant la taille de l'armée ukrainienne, on est plutôt sur la position défendue par l'Europe. On n'est plus sur les 600 000 hommes qui étaient dans le plan de 28 points. On remonte à 800 000, alors que les effectifs actuels d'une Ukraine en guerre sont évalués autour de 900-950 000 hommes. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'Ukraine. Et après, à ma connaissance, je parle sur le contrôle de vos deux autres invités, on n'en sait pas tellement plus, mais on comprend que les quelques sujets sensibles, les quelques points sensibles, on les a un peu sortis ou congelés, je ne sais pas comment dire, et que ce sera l'objet d'une discussion entre les deux présidents. Directement entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mais quand on dit des points sensibles, c'est un doux euphémisme, parce que ça concerne la question des territoires, d'une part, la question des garanties de sécurité. Enfin, il y a aussi le retour des enfants qui ont été pris par les Russes. Voilà, comment ils retournent, les échanges de prisonniers, la question des crimes de guerre. Enfin, bon, donc ça fait quand même pas mal de points. Mais déjà, sur la question des territoires et des garanties de sécurité, pour le moment, on reste dans le flou quand même. Alors les territoires, depuis la prise de la Crimée par la Russie, aujourd'hui, Moscou a conquis environ 20% du territoire ukrainien. Question simple, est-ce que demain, après-demain, dans un plan de paix, la Russie restera sur les territoires qu'elle a conquis, et si oui, lesquels, Nicolas? Alors, moi, là-dessus, il y a plusieurs remarques. Premièrement, céder les territoires et accepter, en particulier d'ailleurs que l'Europe l'accepte ou pousse l'Ukraine à le faire, je ne parle même pas des États-Unis, ce serait tout simplement violer le droit international. Parce que tout simplement, ça voudrait dire quelqu'un peut saisir le territoire d'un autre et, in fine, il reçoit une sorte d'impunité. Et donc la violation du droit international sur ce plan-là, il y en a beaucoup d'autres évidemment, reste totalement impuni. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, à un moment, il a semblé, il y a 2 ans, notamment, que Volodymyr Zelensky considérait comme éventuellement envisageable, possible, disons, que les Russes conservent une partie des territoires, alors pas de jure, pas en droit, mais au moins de facto,
Ça avait été un moment envisagé, et moi je peux vous le dire, pour toutes les discussions que j'ai eues chaque fois que je suis retourné en Ukraine, les Ukrainiens considèrent que ce n'est pas possible. Troisième remarque, c'est que derrière on parle Avec une exception pour la Crimée. y compris pour la Crimée. Et j'allais dire la Crimée, c'est probablement le plus sensible. Pour des tas de raisons. D'abord parce que ça a été le premier territoire illégalement annexé, occupé par la Russie. Que deuxièmement, vous avez la question des Tatars de Crimée. Et c'est totalement emblématique aussi de la constitution de la nation ukrainienne, avec le souvenir aussi de la déportation des Tatars de Crimée par Staline. Enfin, il y a toute cette histoire-là. Et je crois que ça, c'est très, très important, au point même que je me rappelle des responsables russes, notamment un de mes amis qui est un ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui disait la Crimée, c'est la priorité. C'est beaucoup plus important même que le Donbass. C'est aussi important en termes de sécurité, parce que qui contrôle la Crimée contrôle aussi la mer Noire. Bon. Enfin, troisièmement, il n'y a pas que les territoires. C'est-à-dire qu'on parle des territoires. Mais derrière les territoires, c'est pas des territoires vides, hein. C'est pas des sortes de santons qu'on déplace sur une carte, des pièces de puzzle. Si vous avez des gens, et que dans ces territoires, on le sait, occupés, les Russes, je le répète toujours, torturent, violent, assassinent, déportent, et ça c'est très important pour la sécurité future de l'Ukraine et de l'Europe, enrôlent les jeunes Ukrainiens d'abord dans une sorte d'entraînement militaire, une sorte de scout militarisé, si j'ose dire, quand ils ont entre 10 et 15 ans, et après 15 ans, 18 ans, dans l'armée. Et c'est 1,6 million de jeunes Ukrainiens qui pourraient, dans ces territoires, s'ils étaient occupés toujours par les Russes, être engagés dans l'armée russe pour combattre contre leurs frères et sœurs ukrainiens et demain contre les Européens. Et donc il y a, au-delà de la question même humanitaire, de principe de droit, vous avez aussi derrière une dimension de sécurité. Et des Russes qui procèdent aussi à une désukrainisation forcée de ces territoires en termes de langue, d'éducation. Je renvoie à une émission précédente qu'on avait fait sur la vie quotidienne dans ces territoires dits occupés, qui était très intéressante. Cyril Brett, est-ce qu'il est réaliste? Pauline, pour continuer sur votre propos, Vladimir Poutine vient de signer un décret sur une stratégie de la politique nationale de la Russie pour la période s'étendant jusqu'à 2036. On rappelle que Vladimir Poutine s'est débrouillé pour potentiellement rester au pouvoir jusqu'en 2036, concernant les territoires annexés, sur le fait que tout le monde devra, 95% de la population devra parler russe. C'est un objectif extrêmement important. C'est un décret qui a été signé par Vladimir Poutine. Précisément, Cyril Brett, est-ce qu'il est réaliste de penser que la Russie pourrait renoncer dans un futur accord de paix à ce territoire ? Si on analyse à travers les principes, ça vient d'être brillamment fait par Nicolas Tenzer, c'est inadmissible. Sur le plan de la réalité militaire, ces territoires reviendront à l'Ukraine légitimement, uniquement après une opération militaire. Là, la réalité du terrain militaire est en faveur de la Russie sur cette portion du territoire et dans la dynamique. Et comme il vient d'être rappelé, ce ne sont pas des territoires qui sont mineurs, ni démographiquement. Il faut bien savoir que la Russie perd de la population outre les pertes militaires. Économiquement, ce sont des terres qui sont riches, et stratégiquement avec la Crimée. En revanche, je pense que sur ce marché territoire contre paix, je voudrais simplement rappeler 2-3 évidences désagréables. Ça n'est pas un marché équilibré. Si l'Ukraine fait des concessions territoriales, il faut qu'elle obtienne beaucoup plus qu'une vague promesse de paix, sinon ce sera un marché de dupes. Deuxième réalité, ces territoires, ces 5 oblastis, sont en voie de russification extrêmement forte, d'un point de vue militaire, d'un point de vue civil, d'un point de vue culturel, ce qui crée un fait accompli qui rend ces territoires, à mesure que le temps passe, de plus en plus difficiles à reconquérir. Et troisième point assez désagréable, si des concessions territoriales doivent être faites, elles ne peuvent pas être faites par les États-Unis au nom d'un pays qui n'est pas à la table des négociations, l'Ukraine. Et par les Européens non plus ? Pardon ? Et par les Européens non plus ? Par les Européens non plus. Personne n'a mandat, et c'est le point le plus important dans le plan de paix en 28 puis 19 points, c'est la souveraineté ukrainienne. Si des concessions doivent être faites, quelles qu'elles soient territoriales ou autres, ce sont les Ukrainiens qui doivent le faire. Et dernier point sur ces concessions territoriales, c'est sûrement pas... On ne commence pas une négociation sur ce point-là. On doit éventuellement la finir sur ce point des concessions territoriales et obtenir le maximum de garanties sur ces territoires. Par exemple, pas de reconnaissance internationale de l'annexion de ces territoires, mais un régime de facto gris avec des promesses
elles vaudront ce qu'elles voudront, de consultation des populations sur une base. Mais en tout cas, sur la dynamique des négociations, on voit encore l'amateurisme des autorités américaines qui commencent ce par quoi des négociations bilatérales directes russo-ukrainiennes doivent finir, c'est-à-dire ces négociations territoriales. On a commencé par ce point parce que, en l'occurrence, c'est non, mais c'est très important ce que Vianney dit, parce qu'en fait, les Américains, d'abord, ils ont un raisonnement vicié dès le départ. Quand on met l'agresseur sur le même plan que l'agressé, déjà, ça va pas. Qui n'a pas perdu la guerre, par ailleurs. Qui n'a pas perdu la guerre. Et du coup, en faisant ça, c'est-à-dire dans la première version du plan, en disant tout de suite quels seraient les territoires qui reviendraient aux Russes et aux Ukrainiens, on évite aux Russes un gros effort de négociation qui fait en partie l'essentiel de ces discussions. Et donc, c'est ça qui est fondamentalement, vicié dans le raisonnement américain. Oui. Deux petits points effectivement par rapport à ce qu'a dit Cyril, qui est évidemment très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même les processus de consultation, le cas échéant, qui pourraient être mis, on va consulter un moment les habitants. Oui, encore faut-il qu'il puisse se dérouler. Enfin, je veux dire, ce sera comme le pseudo-référendum en Crimée en 2014, c'est-à-dire que ça va être vicié, sans campagne électorale, dans un régime contrôlé par les Russes. Évidemment, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de liberté de vote, il y a un contrôle absolu. Donc ça, c'est quelque chose qui, je crois, n'est absolument pas n'est pas envisageable. Le deuxième point, c'est que la russification forcée, qui est un point très important, fait que il y a un moment, il faudra que si l'Ukraine, et personnellement je le souhaite, récupère ces territoires, les Russes qui sont venus après coup, je pense en Crimée notamment depuis 2014, et qui ont pris, c'est-à-dire volé, saisi des appartements qui appartenaient avant à des Ukrainiens habitant en Crimée qui sont partis parce qu'ils ne voulaient pas être sous le joug russe, il faudra régler cette question-là. Selmat, oui. Oui, évidemment, je souscris. C'est pas parce que ça ne peut pas avoir lieu, cette consultation en l'état actuel, que les Européens ne doivent pas conseiller aux Ukrainiens de le réclamer. C'est leur territoire, aux Ukrainiens, même si il est occupé, et ils doivent pouvoir ne pas, à la fin des négociations, être placés devant le fait accompli que c'est devenu de jure et internationalement un territoire russe. Et dans cet entre-deux, c'est la place des négociateurs. Je voulais juste également revenir sur le fait de la médiation américaine. La médiation américaine, elle est biaisée, on l'a vu, elle est teintée d'amateurisme, bien évidemment. Mais ce sont les seuls, pour le moment, qui parlent aux Russes. Et donc, on ne peut pas les blâmer de se faire le réceptacle et de se faire les porte-paroles de la Russie. Il va bien falloir à un moment qu'on discute. Il va bien falloir à un moment qu'il y ait un canal de communication, parce que l'essentiel, à mon avis, c'est que les Américains restent bien dans leur rôle de médiation, pour que les Ukrainiens puissent discuter de leur propre avenir directement avec leur ennemi. C'est ça la paix, en fait. C'est discuter avec celui qui vous conquiert, celui qui vous mutile, et celui qui vous attaque. Et là, pour le moment, les Européens ont choisi, pour soutenir l'Ukraine, de ne pas communiquer avec la Russie. Donc il reste un seul canal, c'est les Américains. Et c'est pour ça que les Européens ont eu raison, dans les jours qui précèdent cette émission, de faire valoir la voix du droit international et la voix de la sécurité des Ukrainiens après le premier acte de la médiation américaine. Toutes les critiques sont permises contre le plan américain, mais au moins il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'être mis sur la table et de pouvoir être amendé, discuté par les Ukrainiens. Et je rappelle, nous n'en sommes qu'au deuxième temps. Les Russes et les Ukrainiens n'ont pas repris les discussions directes. Ce ne sont que des travaux préparatoires. Bruno, là-dessus. Oui. Mais quand même, quand vous dites, vous avez raison, heureusement quelque part que les Américains, qui sont en position, de par leur propre situation de leader en quelque sorte, peuvent parler aux Russes, parce qu'effectivement sinon ce serait très compliqué. Mais c'est quand même une médiation qui est extrêmement déséquilibrée en faveur des Russes. Donc quelque part, heureusement que effectivement les Européens sont là pour défendre l'Ukraine. Avec un train de retard. Mais ça ne résout pas le problème de fond. C'est-à-dire que le problème de fond, pour faire la paix, enfin toute l'histoire le démontre, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit c'est l'option militaire qui l'emporte, c'est-à-dire qu'il y a un vaincu qui est défait et le vainqueur impose sa paix, comme l'Allemagne nazie en 1945. Soit il y a une réelle volonté de réconciliation à un moment donné des deux protagonistes, comme par exemple l'ex-guerre en Yougoslavie, qui disent bon bah allez, on va calmer le jeu, on va négocier
sur des bases sérieuses, mais dans une volonté d'avancer ensemble quelque part vers un compromis. Sauf qu'à ce stade, il n'y a ni l'un ni l'autre, il n'y a ni victoire militaire d'un côté ou de l'autre, ni volonté de réconciliation. C'est exactement la difficulté de la situation actuelle. On n'est ni dans un cas, ni dans l'autre. On est dans une anomalie de l'histoire. Mais avec, je pense, une réalité quand même derrière, au-delà des questions sur lesquelles on reviendra de détail, c'est que premièrement, la Russie ne veut absolument pas la paix. La Russie veut évidemment totalement subjuguer, dominer, réduire à l'esclavage le peuple ukrainien. Et là, pour l'instant, mais dans toutes les configurations, elle est gagnante à tous les coups. Non, voilà. Et donc ça, c'est d'abord quelque chose qui est pas envisageable. Ensuite, on pourra parler des articles d'ailleurs sur ce sujet dans les projets d'accords divers, enfin soi-disant accords en tout cas. Je veux dire, l'immensité des crimes commis par la Russie fait qu'il y a un certain moment où je pense qu'il n'y a plus de possibilité de négociation, au-delà même du fait que Poutine, de toute manière, ne veut pas la paix. Il n'en veut absolument pas, il ne l'envisage pas, ou même s'il envisageait un jour un cessez-le-feu, une trêve ou quoi que ce soit, ce serait de toute manière pour reprendre le combat contre l'Ukraine et contre l'Europe. Mais quand même, cette question, je dirais, de l'immensité des crimes, je veux dire, les tortures, des centaines de milliers de civils assassinés, des enfants assassinés, des enfants déportés, russifiés, ce qui est un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948. Enfin, je veux dire, il y a un moment où c'est trop, je veux dire, c'est même sans commune mesure avec l'ex-Yougoslavie. Sachant que le plan Trump, en tout cas la première version, prévoit l'amnistie de Vladimir Poutine qui est poursuivi par la Cour pénale internationale. Dans la barbarie absolue. Et que derrière, céder là-dessus, ce serait pour l'Europe, en quelque sorte, annihiler l'héritage de Nuremberg. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une Europe qui aurait dit Nuremberg, on le met de côté? Mais quelle est l'alternative? C'est la victoire. Mais oui, en fait, c'est ça la complexité. C'est la complexité. Je veux dire, c'est que effectivement, c'est la victoire, c'est que c'est la victoire militaire, et c'est qu'il y a un certain. Sauf que ni les Américains ni les Européens, pour l'instant, ils ont permis à l'Ukraine de ne pas perdre la guerre, mais ne veulent aller jusqu'à la. Que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Keir Starmer, que ce soit Friedrich Merz et quelques autres, je dirais, commencent à en prendre conscience. Et je dirais, dans les derniers propos, notamment du président français, on s'aperçoit qu'il y a quand même une conscience de, je dirais, du côté complètement abyssal, ou à proprement parler, de ce qui est en train de se dérouler. Alors précisément, on en vient à l'autre sujet fondamental de ces discussions qui sont les garanties de sécurité. Si toutefois, à l'issue de discussions qui seront, on le comprend, nécessairement défavorables à l'Ukraine sur ces questions, notamment de concessions territoriales, il y a une forme d'accord de paix, où on appelle ça comme on veut. L'inquiétude des Européens, c'est bien sûr, et d'ailleurs c'est dit, documenté, que la Russie ne s'arrête pas à cette guerre ukrainienne, mais qu'elle ait des ambitions, et d'ailleurs elle en fait la démonstration, plus grande encore. Qu'est-ce que le plan américain prévoit aujourd'hui comme garantie de sécurité demandée, suppliée quasiment par Zelensky, et qu'est-ce que les Européens proposent, Cyril Brett? Alors, dans les différentes versions qu'on a vu filtrer, au fil des discussions entre Américains et Ukrainiens et entre Américains, Ukrainiens et Européens, on a vu que les garanties de sécurité promises par les États-Unis se précisaient, devenaient de moins en moins vagues et devenaient de plus en plus, sérieuses. La logique initiale du plan 28 points, c'est une formulation vague en cas de violation par la Russie du projet d'accord, une réponse sérieuse de la part des États-Unis. Bon, très bien. À mesure que les Européens et les Ukrainiens se sont saisis du document, évidemment, ça a commencé à se préciser. Mais je rappelle d'abord et avant tout que la première garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est la possibilité de disposer elle-même souverainement de l'armée dans le format qu'elle entend, avec les capacités qu'elle entend avoir, et de nouer les alliances qu'elle entend aussi nouer elle-même. Parce que toute réduction du format, toute réduction des capacités des forces armées ukrainiennes et toute concession sur la capacité de l'Ukraine à signer des accords de défense, qui soient multilatéraux ou qui soient bilatéraux, ça, c'est une vulnérabilité inscrite dans le droit international
pour l'Ukraine. Mais là-dessus, il y a des accords entre Américains et Européens, notamment sur la taille de l'armée ukrainienne, c'est ce que rappelait Bruno tout à l'heure. Exactement, et c'est pour ça. Oui, mais on a progressé là-dessus. Oui, on a progressé. Alors, attendez, on aura progressé quand les Russes. On aura progressé quand les Russes auront mis leur signature sur ce. Voilà, parce que il faut bien dire. Les Russes ne le feront pas. Voilà. Et les Russes ne le feront pas. On est bien dans une grande asymétrie, c'est-à-dire que cet accord international, imaginons que cet accord international soit signé par la Russie et par l'Ukraine sous l'égide de la communauté internationale. Bon. Oui, il faut faire un effort de projection intellectuelle. Les Ukrainiens respecteront leur traité, bien contraints par la nécessité qu'ils ont de se ménager des soutiens en Europe, alors que les Russes, eux, ne se considéreront pas comme liés par cet accord. Donc en fait, les garanties de sécurité accordées aux Ukrainiens sont absolument essentielles pour ce qui est, à mes yeux, l'essentiel, c'est-à-dire la garantie qu'un État ukrainien souverain viable puisse réapparaître des ruines de cette guerre et qu'on évite un État fantoche, qu'on évite un État mutilé et durablement affaibli. Donc la question des garanties des sécurités, c'est là où les Européens doivent absolument faire sentir leur poids et, à mon avis, pas sur d'autres questions. Pour que tout le monde comprenne bien, quand on parle de garantie de sécurité, Bruno Darroux, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de contingents étrangers sur le sol ukrainien? On parle d'armement? On parle de parapluies? On parle un peu de tout ça, mais après, ça dépend jusqu'où on pousse le curseur. Dans la première version en 28 points, si on avait bien compris, il y aurait notamment alors des avions stationnés à proximité en Pologne, en Roumanie, etc. Mais pas de troupes, pas d'avions, pas de troupes au sol en Ukraine. Ce qui était d'ailleurs une injonction contradictoire. Il y en avait plusieurs dans ce premier plan, parce que d'un côté, on affirme la souveraineté de l'Ukraine, et de l'autre côté, on dit oui, mais votre armée sera diminuée, et pour assurer vos garanties de sécurité, vous ne pourrez absolument pas prendre la décision de faire appel, par exemple, à des troupes européennes. Alors, ces troupes européennes, c'est les fameuses forces de réassurance chères à Emmanuel Macron, notamment, dont on a reparlé hier lors de la réunion de la coalition des volontaires, cette trentaine de pays alliés de l'Ukraine, principalement européens. Mais on comprend bien que dans la première version, il faudrait voir ce qu'il y a exactement dans la deuxième version. Les Russes avaient réussi, enfin, on ne sait pas dans quel sens ça s'est joué, mais les Russes avaient réussi à imposer le fait que, il n'y aurait pas de troupes terrestres étrangères en Ukraine et pas de troupes de l'OTAN. Ça, c'est très important. Souveraineté. Il était acté dans ce premier plan aussi que jamais, au grand jamais, l'Ukraine ne rejoindrait l'OTAN. Alors, petite concession, si elle veut intégrer l'Union européenne, pourquoi pas. Donc, gain des Russes, parce que le sujet de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est vraiment une des lignes rouges de Moscou depuis... Ce qui n'était pas d'ailleurs le cas tout au début, parce qu'au début, on sait très bien que Poutine n'était pas sur cette position-là, du moins de manière affichée. Mais là, je reviens sur ces points de garantie de sécurité. D'abord, il y a quand même un premier sujet, c'est que la Russie, jusqu'à présent, a violé plus de 100 traités ou accords internationaux. Donc, je veux dire, la parole de la Russie sur quoi que ce soit, ça n'a strictement aucun sens. Et les Ukrainiens sont aussi très échaudés par le précédent du mémorandum de Budapest de 1994, où il n'y avait pas pour parler de garantie de sécurité, mais des assurances de sécurité qui étaient restées dans le vague, qui n'étaient absolument pas précisées. On en vient à la question de quelles autorités pour faire respecter les garanties de sécurité. Ça n'était pas précisé, et du coup, d'ailleurs, le mémorandum ne l'a absolument pas été. On peut parler aussi des accords de Minsk qui n'ont pas non plus été respectés. Et donc, donc, je veux dire, les Ukrainiens sont très échaudés. Deuxième remarque, moi, je me rappelle les discussions que j'ai pu avoir au cours des dernières années à Kiev, où les Ukrainiens, et notamment un vice-ministre de la Défense, m'a dit clairement, de toute manière, in fine, la garantie de sécurité, ça rejoint un peu ce qu'a dit Cyril Brett tout à l'heure, ce sera par notre autonomie stratégique, ils ont employé volontairement le terme avec un grand sourire, c'est par cela que nous l'aurons, c'est-à-dire que nous savons très bien que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous ne faisons pas confiance, alors ils l'ont dit de manière assez brutale, assez cash, nous ne pouvons pas faire totalement confiance à nos partenaires, que nous remercions par ailleurs vivement pour tout ce qu'ils ont fait, etc. etc. Enfin, c'est-à-dire, la parole était quand même assez claire. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, je veux dire, les garanties de sécurité, ce sera effectivement la possibilité pour l'Ukraine de disposer demain d'avions Gripen, d'avions Rafale, alors c'est pas pour tout de suite, on le sait, qui permettent, le cas échéant, avec leur armement complet, puisqu'il était prévu que ce soit dans l'accord, enfin la détention qui a été signée avec la France, l'armement complet, d'atteindre un jour la Russie s'il y avait une nouvelle frappe. Et si on prive l'Ukraine de cela,
Ça n'a strictement aucun sens, parce que même l'article 5, je termine là-dessus, même l'article 5 de l'OTAN, comme vous le savez, il n'est pas d'application automatique. L'Ukraine ne faisant par ailleurs pas partie de l'OTAN, ils risquent En pas plus, et voilà, et puis après, de on va voir rejoindre dans les accords, dans un etc., futur ce qu'il- proche. Cyril Watt, oui. C'est vraiment le trou dans lequel doivent s'engager les Européens. C'est-à-dire que les Garantir les garanties, c'est ça? Oui, Ouais. oui. Et surtout mettre des instructeurs, établir des canaux de communication sur du renseignement militaire, garantir que les exportations de défense ou les productions de défense européennes sur le territoire de l'Ukraine ne seront pas limitées par un traité international, se tenir avec des instructeurs, avec des officiers de renseignement, avec des officiers d'état-major aux côtés des Ukrainiens et intégrer progressivement les Ukrainiens dans leur fameuse état-major de la coalition des volontaires et surtout le faire à bas bruit, le faire sous les radars et pour garantir de l'extérieur aux Ukrainiens la capacité de se défendre eux-mêmes. C'est beaucoup plus important que d'ouvrir à l'Ukraine des perspectives de garantie militaire américaine avec des GIs qui seraient positionnés à Kiev. Pardon, question simple, bête peut-être, mais l'appétit russe étant ce qu'il est ce que ce dont on parle là, ce n'est pas peu de choses vis-à-vis de ce qui est déployable de la part des autorités russes Non, mais un des autres avantages de ces forces de réassurance, que ce soit notamment des instructeurs, ou même si elles étaient en deuxième rideau, y compris peut-être la présence de troupes européennes, par exemple, et c'est intéressant que les Russes n'en veuillent pas du tout. Alors eux, ils présentent ça comme une question de principe, mais évidemment, en cas de réattaque de la Russie contre l'Ukraine, vous comprenez bien que si il y a des soldats européens étrangers stationnés sur le sol ukrainien, ce sera considéré directement comme une agression physique, non seulement contre l'Ukraine, mais contre les militaires de ces pays-là. Et donc là, ça prend une toute autre ampleur. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Russes disent non, surtout pas de troupes étrangères sur le sol ukrainien. Et donc les Européens ne devraient pas lâcher là-dessus. Ils ne peuvent absolument pas lâcher là-dessus parce que ça, c'est totalement vraiment nécessaire. Encore faut-il que les opinions publiques européennes acceptent qu'il y ait des soldats européens. Je pense qu'aujourd'hui, on commence quand même à les informer un peu plus. C'est que vous voyez, même quand on sait ce que les propos du SEMA ont suscité la semaine dernière en France. Totalement justifiés. Mon général Mondon avait 100% raison. Oui, mais vous voyez bien ce que ça suscite dans l'opinion. Oui, mais attendez, il y a eu quand même. Il faut savoir quand même que toutes les attaques contre le SEMA, le chef d'état-major des armées, elles sont venues contre, d'abord à l'origine, quand même de comptes d'extrême droite et d'extrême gauche qui étaient très liés d'une certaine manière à la Russie. Après, ça a pris de l'ampleur. Mais quand vous voyez dans l'opinion publique combien les jeunes Français aujourd'hui se rendent compte qu'il y a effectivement une menace, sont prêts à participer à l'effort de défense. Alors c'est peut-être un peu moins le cas en Allemagne, mais même en Allemagne, ça change. C'est assez frappant de voir ça. Je veux dire, vous avez cette prise de conscience et dans les années qui viennent, elles vont aller encore plus loin. Donc, ne pas céder, bien sûr, sur le déploiement de troupes, je dirais, en Ukraine, mais c'est quand même aussi pour cela que moi, je vous prends le pari ici, il n'y aura jamais d'accord de paix avec la Russie. Et je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Je vais vous dire les choses très clairement, parce que de toute manière, tout ça, c'est nécessaire, et tout cela, les Russes ne vont jamais signer. Il y aura quoi alors ? Il y aura, je dirais, d'abord parce que Poutine veut aller jusqu'au bout, de toute manière, on le sait, même si vous aviez une forme il veut aller jusqu'au bout dans la conquête de l'Ukraine, dans l'attaque de l'Europe, il est dans un mouvement absolu, hein, vous savez, tel que Hannah Arendt le définissait à propos du totalitarisme, c'est le mouvement qui tient en quelque sorte le régime, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais il veut aller jusqu'au bout. Donc il y aura effectivement la lutte jusqu'au bout. Et je pense que dans cette lutte, malgré tout, les Ukrainiens aujourd'hui ont quand même des atouts extrêmement sérieux. Ils ont des cartes en main. Dans la tête de Vladimir Poutine, je renvoie à une émission qu'on a faite la semaine dernière qui était passionnante à ce sujet. Je ne cesse de teaser ma propre émission. Cyril Brett, oui. Oui, sur ce point, j'ai une approche un peu différente de Nicolas. Je pense que Vladimir Poutine va signer un accord de guerre. Un accord de paix. Mais lapsus intéressant. Et oui, lapsus très intéressant. Justement pour pouvoir continuer la guerre, mais de façon différée et sous d'autres formes. Oui. Et je pense qu'il viendra un moment où le gain territorial marginal qu'il enregistrera grâce à ces opérations armées sera moins important que le gain espéré qu'il aura de mener des opérations de déstabilisation, de subversion pour miner l'existence de l'État ukrainien. Et je pense que, comme le rappellent à peu près tous les stratèges, ce que vise le général, c'est la victoire, c'est-à-dire une paix solidifiée par le droit international. Je pense que le moment n'est pas venu pour le président russe de trouver la paix plus intéressante que la guerre, mais ça va venir. Et c'est peut-être ce qui sera le pire pour nous.
les Européens. Parce qu'au moment où cet accord sera signé, il y aura un répit très bénéfique à l'Ukraine pour se reconstruire. Parfait. Pour reconstituer ses capacités de combat et de défense. Parfait. Mais viendra le temps du report des capacités opérationnelles russes sur d'autres théâtres, dans le nord de l'Europe, au Moyen-Orient, dans la zone de la mer Noire qui, pour le moment, est quand même beaucoup moins active que le front. Et je pense qu'il va y avoir un moment où les autorités russes vont comprendre qu'elles auront plutôt avantage à donner des gages, à mon avis provisoires, en signant cet accord de cessez-le-feu. Et donc, je pense plutôt que ce sera une armistice précaire qui sera signé au moment où ce sera le plus favorable, où il y aura l'avancée maximale pour les troupes russes, et au moment où la présidence Zelensky, qui a des difficultés intérieures et extérieures, apparaîtra à Moscou comme la plus faible. Et c'est là où il empochera ses gains et il poursuivra d'autres types d'opérations. On ne va pas vers des lendemains qui chantent, de toute façon. Je suis assez d'accord, parce qu'en plus, si on part du principe, et le décret là, signé il y a quelques jours par Vladimir Poutine sur la russification accélérée des territoires annexés, qui parle d'ailleurs de manière intéressante de l'année 2036, signifie qu'on est sur quelque chose de long terme, qui est non seulement certes militaire, mais aussi politique et idéologique. On rappelle d'ailleurs que, alors je pense que ça a disparu, dans le premier plan 28 points, il y avait quand même, alors là c'était très certainement dicté par les Russes, le point sur l'interdiction de l'idéologie nazie. Mais voilà. Donc je termine juste. Et donc il y a ça. Effectivement, le fait de s'arrêter momentanément, de faire une trêve. Alors ça permet aux Ukrainiens de se reconstituer, mais également aux forces russes, parce que le front, on dit, ça fait des semaines et des mois, ce qui est vrai, que la dynamique est plutôt du côté russe. Mais si on prend, il avance pas tant que ça, ce front. Si on regarde par rapport au déluge de moyens engagés dans cette guerre. Depuis 2 ans, le front globalement, il a avancé de quelques dizaines de kilomètres carrés. Ce qui ne veut pas dire que les pertes humaines ne sont pas immenses. Militaires, mais les vrais experts disent par exemple que les vraies batailles n'ont pas eu lieu. Prokov, c'est pas une bataille essentiellement stratégique. Kramatorsk plus. Bref, donc ça peut leur permettre de se reconstituer pour ensuite y retourner. Et il y a aussi un élément qui est dans le premier plan de paix, je ne sais pas si ça figure dans le plan 19 points, qui prévoit qu'en cas de cessez-le-feu, il y a des élections en Ukraine dans les 3 mois. Et avec, évidemment, ce n'est pas dit, mais l'espoir secret que Volodymyr Zelensky se fasse dégager dans les 3 mois, ce qui est un des objectifs politiques et idéologiques de Vladimir Poutine depuis l'origine. Là où les Européens ont dit... Et aussi de Donald Trump, qui déteste, dans le fond, Zelensky pour différentes affaires. Zelensky, vous le rappeliez... qui vit un moment compliqué en ce moment en interne à cause de ce scandale de corruption qui s'est rapproché de lui. Les Européens, dans leur contre-proposition, eux, ont dit des élections, oui, mais dès que possible, pas dans les 100 jours. Parce que de toute manière, c'est pas possible après la constitution ukrainienne. Mais je reviens un peu sur cette analyse, parce qu'il y a un point, effectivement, de désaccord, je dirais, mais qui est, effectivement, personne ne le sait. Bon, je pense, effectivement... Je ne sais pas si vous êtes tant que ça, finalement. En fait, j'ai l'impression que il y a un point de désaccord sur, effectivement, est-ce que Poutine signera pas, s'il y avait un accord quelconque. Moi, personnellement, je pense que non, Cyril. En fait, il signera la paix pour mieux faire la guerre autrement. Sur le fond de l'analyse, je suis vraiment très d'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que je dis que la signature d'un accord serait d'une certaine manière la pire des choses pour l'Ukraine et pour les Européens. Pour cette raison, effectivement, qui a été très bien indiquée par Cyril, c'est-à-dire que je pense que de toute manière, en termes rationnels, Poutine aurait intérêt à signer. Mais sauf que on n'est pas dans cette forme, en tout cas pas dans la même forme de rationalité que la nôtre. Parce que lui, il va continuer, il aurait besoin, je veux dire, reconstituer son armée, se dégager de l'Ukraine pour essayer d'attaquer plus loin l'Europe, d'aller encore plus sur le Moyen-Orient, essayer de remettre des troupes du coup en Géorgie, recontrôler l'Arménie. Il y a des choses très intéressantes qui se passent avant les élections de l'année prochaine d'ailleurs, en parenthèse. Enfin bon, il y a vraiment des ondes, mais en même temps, il ne le fera pas. Mais si cela se produisait, si les Européens, les Américains, c'est déjà fait, tombaient complètement, je dirais, dans le panneau, je pense que ce serait très dangereux pour nous. Très dangereux pour nous. Et je termine sur un point, mais qui va dans le sens. C'est-à-dire que derrière, vous auriez un accord de paix. Il serait beaucoup plus difficile d'expliquer aux opinions publiques européennes, aux Français, aux Allemands, etc., qu'ils doivent se réarmer, qu'il faut faire des sacrifices pour l'effort de défense, parce qu'ils vont dire, mais voilà, on a la paix. Et ça, c'est très inquiétant. Le risque de la démobilisation est extrêmement forte et la configuration la plus favorable à la reconstruction de l'Ukraine
et à la mobilisation des Européens pour assurer leur propre défense serait évidemment un accord de paix suivi d'initiatives énergiques pour arrimer l'Ukraine à l'Europe et des initiatives énergiques pour que les Européens enfin cessent leur état de minorité en matière de défense à l'égard des États-Unis. La Pax Americana, il y a une jurisprudence toute récente, celle que Donald Trump a imposée au Proche-Orient et à Gaza. On sait qu'effectivement, il sait faire arrêter les armes d'une certaine façon, mais pour la projection, c'est quand même sacrément plus compliqué. On sait que pour la deuxième phase du plan au Proche-Orient, là, on est dans le vif du sujet et c'est plus compliqué. Quid de l'application de cette méthode sur le front ukrainien? Vous parliez de la reconstruction ukrainienne. Là, sur les sujets de la reconstruction, de qui va gagner des billes là-dedans, il y a un débat entre Européens et Américains. On en parlait tout à l'heure sur la question des avoirs russes. Qui va payer la reconstruction de l'Ukraine? Qui va en toucher les dividendes? Et c'est pas un petit sujet non plus. Alors c'est pas du tout un petit sujet. Et là, les Européens étaient déjà, ils ont été mis devant le fait accompli par le plan en 28 points. Alors notamment le point concernant les avoirs russes, dont l'essentiel se trouve basé à Bruxelles. Donc des avoirs, ça représente quand même 210 milliards d'euros qui ont été gelés après l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Le projet initial prévoyait que pour faire très simple, que les Russes et les Américains allaient se partager un peu le gâteau pour développer des projets, certes en Ukraine, mais aller aussi en retirer de grands bénéfices. Il n'y avait pas un mot sur les Européens. Donc là, quand même, les Européens sont montés au créneau. C'était un des objets de la réunion d'hier de la coalition des volontaires, et Emmanuel Macron notamment a été très ferme en disant c'était aux Européens de décider ce qu'on va faire de ces avoirs russes. Alors après, le problème avec l'Union européenne, c'est un peu toujours pareil, c'est qu'ils sont pas tous d'accord entre eux, parce que notamment la Belgique, où se trouve situé l'essentiel de ces avoirs, dit écoutez, vous êtes gentils, mais nous, on va pas monter tout seul au créneau parce que ça pose des problèmes juridiques et donc on risque d'être le pays qui va payer les pots cassés et qui va subir des représailles russes, mais à cause aussi, parce que finalement les coups de pied dans la fourmilière de Donald Trump, ça a aussi un peu du bon, ça accélère les calendriers et ça force les uns et les autres à se positionner. Et maintenant, les Européens, ils ont 3 semaines jusqu'au prochain Conseil européen qui se tient à la mi-décembre, soit pour convaincre la Belgique de se rallier à cette position. On va, nous, Européens, utiliser ces 210 milliards pour aider au financement de l'Ukraine dans les 2 ans à venir, parce qu'ils anticipent aussi un retrait américain progressif, ou alors ils n'y arrivent pas, et à ce moment-là, ils doivent trouver très vite quelle source de financement ils dégagent pour l'Ukraine. La patronne de la Commission qui dit à l'instant se dire prête à présenter un texte sur cette question précisément des avoirs. Oui, Nicolas? Oui, non, mais je pense qu'effectivement, il y a 3 solutions sur ces avoirs. Enfin, il y en a même 4. Il y a une première qui est la saisie directe. Là, pour l'instant, il y a quand même une réticence d'un certain nombre d'États européens qui invoquent des raisons juridiques, de stabilité financière. Bon, c'est très compliqué. On ne va pas leur reprocher d'évoquer du droit, quand même. Je pense que ces raisons ne sont pas justifiées, mais peu importe. Il y a la deuxième idée, qui était l'idée d'ailleurs initialement de Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui disait on va adosser en quelque sorte un prêt à l'Ukraine qui sera remboursé sur les futures réparations russes sur ses avoirs. Encore faut-il que Moscou accepte de payer des compensations. C'est là où il y a le problème de Bruxelles et d'Euroclear. Et puis, il y a 2 autres solutions. L'une évoquée, effectivement, vous y faisiez allusion, par Ursula von der Leyen, c'est de dire on va faire un grand emprunt européen pour aider l'Ukraine. Besoin de financement dans les 2 ans qui viennent, c'est 135 milliards d'euros. Exactement. Donc, on va faire, mais grand emprunt garanti par qui? Donc, on remet en quelque sorte la charge sur les pays européens. Et ça, il y a beaucoup d'États qui disent pourquoi on a ces avoirs. Et troisièmement, ce serait le don. Et don, effectivement, 2 ans, 335 milliards. Et là, vous voyez bien que par rapport aux opinions publiques, par rapport aux contraintes budgétaires d'un certain nombre d'États, dont nous, c'est très compliqué. Dont les Belges. Donc, je pense que d'ici, mon pari, c'est que d'ici le 18-19, il va falloir trouver effectivement des garanties qu'on va donner. Il va trouver une formule juridique pour donner des garanties à la Belgique et à Euroclear. 18-19, c'est un sommet européen. Décembre. Oui, moi je pense que les solutions vont être trouvées, comme toujours avec l'Europe, un peu tard, mais solidement, parce que c'est des compromis, donc tout le monde est engagé. Je voudrais simplement rappeler un scénario catastrophe, qui serait de reconstruire l'Ukraine avec des financements européens au profit d'entreprises américaines et d'entreprises Parce que c'est ce que russes, les Américains en demandent, restituant sans aucune forme de contrepartie les avoirs gelés russes. De plus, à la faveur d'un accord qui ne serait pas signé par les Européens eux-mêmes. Là, il faut être très clair. Ce sont les Européens qui ont pris le plus de risques
internationaux stratégiques en soutenant l'Ukraine face à la Russie. Les Américains n'ont pas pris de risque. Ils ne commerçaient pas de façon significative avec, avec la Russie. Ce sont les Européens qui ont fait les saisies, les gels d'avoirs russes, et ce sont les Européens qui auront un intérêt direct à reconstruire une Ukraine viable à leur porte. Les États-Unis essayent de se débarrasser du conflit. Nous allons vivre avec le conflit pendant des dizaines d'années, sous la forme de la reconstruction de l'Ukraine, de la protection de l'Ukraine, des ingérences russes et des tentatives de subversion russe. Il est normal que ce soit les Européens qui proposent le plan de reconstruction de Donc l'Ukraine. s'ils ont un train de retard sur les négociations, ils peuvent avoir un train d'avance sur l'après. Ils doivent l'avoir. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Bruno Daron, vous étiez chez vous. Nicolas Tencer, la fin de la politique des grandes puissances aux éditions de l'Observatoire. Cyril Brett, merci beaucoup d'être venu ce matin. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.